Bonjour Patrick, Bonjour Angélique. merci de nous consacrer du temps pour nous parler de ton expérience en matière d'accompagnement des entreprises vers un changement de modèle économique. Euh, Avant de commencer cet entretien, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es et ce que tu fais. Donc, je suis Patrick Godard, expert comptable, prospectiviste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'ai développé une capacité à identifier les signaux faibles, c'est-à-dire les micro-signaux qu'on peut percevoir. Et moi, mon système de fonctionnement, c'est de faire des allers-retours systématiques entre le présent et le futur et de voir, en fait, si je projette ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer demain? Et donc, de pouvoir agir aujourd'hui, en fait, pour modifier la situation qu'on veut obtenir. Et expert comptable, bon, métier assez connu aujourd'hui. Quoi dire d'autre? Accompagnateur EFC. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement d'accompagner les entreprises dans la transition et avec la forte conviction que ça passera en fait par le travail sur le modèle économique. Alors, on va commencer cet entretien sur le contexte finalement des entreprises. Est-ce que tu peux nous parler finalement des défis que les entreprises vont devoir affronter ces prochaines années, ces prochaines décennies? Alors, les défis des entreprises, moi, je parlerai aussi d'opportunités parce que ça fait partie aussi des éléments qui sont peut-être plus motivants, j'allais dire, pour engager les changements. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, on est à la croisée de paradigmes, c'est-à-dire qu'il y a un ancien monde, en fait, qui est en train de petit à petit de s'effondrer et un nouveau monde qui est en train d'émerger. Donc, que ce soit au niveau sociétal, au niveau des entreprises. Et donc, je pense qu'il faut intégrer, en fait, cette réflexion-là au sein de l'entreprise pour voir comment ça peut évoluer. Donc, les défis, je pense qu'on les connaît. On en connaît en tout cas beaucoup certains. C'est par exemple, pour moi aujourd'hui, cette quête de sens en fait qu'ont les individus, où à la fois de notre côté, on le voit bien avec le Covid, en fait, on a un sentiment de peur qui est très prégnant en fait et qui contracte qui rend difficile en fait les relations entre les personnes. Et peut-être un désengagement, enfin moi en tout cas je le vis comme ça auprès de mes clients, où on a le sentiment que de plus en plus de chefs d'entreprise disent je ne sens pas mes collaborateurs engagés dans ma structure. Et j'ai aussi le son des salariés qui me disent je ne vois pas où veut aller le dirigeant, donc je me sens complètement désengagé de mon entreprise. Et j'ai l'impression que ce fossé en fait se creuse de plus en plus. Pour moi, la Covid a été en fait un catalyseur, simplement un accélérateur. Hein. C'était déjà des tendances de fond qui existaient. Et donc tout l'enjeu pour moi aujourd'hui dans l'entreprise, soumis à toutes ces difficultés-là, c'est de comment elle va passer ce cap. Ce cap aujourd'hui qui s'accompagne aussi de comment mieux intégrer en fait mes impacts environnementaux et surtout comment, pour en revenir aussi aux collaborateurs, c'est je prends plus en compte en fait mes collaborateurs. Alors, ça ne veut pas dire faire du paternalisme, c'est pas du tout ça, mais c'est comment je redonne un sens à ce qu'ils font, ou peut-être avec de nouveaux collaborateurs, comment je recrée une dynamique dans mon entreprise pour qu'on aille tous dans le même sens, d'où les notions importantes pour moi de raison d'être, c'est-à-dire en quoi en fait l'entreprise veut contribuer, et aussi un travail là peut-être plus personnel en fait des collaborateurs, mais que doit permettre en fait la direction de l'entreprise, c'est comment je me retrouve moi dans la raison d'être de l'entreprise. C'est-à-dire que je me nourris à titre individuel de ce qui se passe aussi dans l'entreprise et comment l'entreprise m'aide à grandir. Donc les défis, après, on a aussi évidemment le défi du numérique, avec beaucoup d'entreprises aujourd'hui, moi je le vois parmi mes clients qui fonctionnent très bien, mais qui sont un peu à la traîne en fait sur cette transition numérique, qui ne voient pas l'intérêt, qui ne voient pas ce que ça peut générer. Avec beaucoup voilà, je suis dans l'opérationnel, ça a marché pendant des années, il n'y a pas de raison que ça continue par marcher. Et je dirais une difficulté en fait à se projeter un peu plus sur l'avenir et d'être conscient que qu'on le veuille ou non, en fait, le numérique est là et c'est un passage obligé.
Voilà. Après, si on rentre peut-être un peu plus sur des choses individuelles ou macro, moi j'ai le sentiment aussi, c'est un retour que j'ai de mes clients, aujourd'hui ils sont noyés sous les informations. Donc une difficulté à faire le tri sur ces informations. Donc on parle d'intelligence artificielle, ok. Moi la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on fait nous à titre individuel et humain, et avec une différenciation entre l'éducation qu'on a reçue qui est plutôt cerveau gauche, rationnel, etc., et le cerveau droit plus créatif et qui est aussi en capacité, en fait, lui, de gérer beaucoup plus d'informations. Donc, comment on développe aussi, donc moi, je parlerai là peut-être de créativité, en fait, plus de créativité dans nos entreprises pour permettre, en fait, de gérer ce flux d'informations, en fait, régulier. Autre point important aussi, c'est la complexité du monde dans lequel on vit. Donc, monde de plus en plus complexe. Donc, pareil, qui génère de la peur, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est comment on réussit peut-être à mieux l'appréhender. Je pense que ça passe aussi par de l'apprentissage, par des concepts comme peut les apporter l'EFC, de mieux comprendre ce qui se joue derrière, ou en tout cas de donner une grille de lecture qui rend ça plus accessible pour mieux percevoir ces enjeux et donc peut-être modifier en fait les décisions qu'on a à prendre dans les années qui viennent. Mmh. Justement, par rapport à toutes ces incertitudes dont tu parles, ces éléments, quelle est la prise de conscience finalement qu'elles doivent mener par rapport à ces défis? Est-ce que tu vois dans ton expérience qu'elles arrivent facilement à prendre conscience et à bouger? Alors pour moi, effectivement, il y a deux notions. Il y a la prise de conscience et bouger. Et pour moi, elles sont linéaires, quoi. C'est-à-dire que d'abord, on prend conscience et après, on bouge. Si on ne prend pas conscience, on ne bouge pas. Et donc là, on voit le poids des habitudes, en fait, aussi dans les entreprises et où ça marche. Donc, tant que ça marche, en fait, on ne se pose pas de questions. Alors là, je généralise avec mon expérience et le but, c'est de tirer un peu le trait aussi pour donner mon explication de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est dur pour une entreprise aujourd'hui de se remettre en question ou de se re-questionner sur ces éléments-là, tellement aujourd'hui, elle est accaparée par le quotidien et l'opérationnel. Donc, non, moi, je le vois que dans de rares occasions, on se pose des questions et souvent, c'est plus parce qu'ils sont allés assister à des conférences ou alors parce qu'on a échangé et que moi, je leur ai posé une question qui sortait un peu de leur opérationnel en disant voilà, est-ce que tu imagines que quelles conditions on ferait que ton entreprise existerait encore dans 5 ans? Voilà. Et là, aujourd'hui, j'ai souvent pas de réponse en disant, écoute, moi, aujourd'hui, j'ai 2 mois de carnet de commandes qui sont faits et je me reposerai la question dans 4 ans et demi, quoi. Voilà. Mais je lui dis, ouais, la difficulté, c'est que tu pourras pas mettre en œuvre, en fait, sur un délai si court. Donc, comment tu fais pour assurer, en fait, la pérennité de sa structure? Et là, souvent, j'ai pas de réponse. J'ai dit, oui, mais aujourd'hui, j'ai pas le temps. Je dois gérer, en fait, le paiement des salaires à la fin du mois, etc. Donc, on en revient très vite à des choses très opérationnelles. Alors que cette prise de conscience, aujourd'hui, de plus en plus, en fait, ces notions d'impact environnemental, de sens aussi, eux aussi, ils sont, je parle des chefs d'entreprise, c'est des êtres humains, eux aussi, ils sont concernés, en fait, par cet élément. Je vois beaucoup plus de chefs d'entreprise qui sont sensibles à cette notion-là pour eux et pour leur équipe, et avec une difficulté de qu'est-ce que j'en fais et comment je le fais pour le mettre en œuvre dans mon entreprise, même avec des questions, des fois, est-ce que c'est compatible avec mon entreprise? Donc il y a toutes ces questions-là en fait à adresser, et sachant qu'il faut se dire, on n'est pas les seuls. Enfin, moi je me dis, souvent quand on rencontre quelqu'un, on voit a priori ses différences, voyons plutôt en fait les ressemblances qu'on a avec lui. Et aujourd'hui, des gens qui se posent ce type de questions, peut-être sans mettre des mots dessus, mais en se disant, aujourd'hui, je sens qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce que ça pourrait être? Et comment, plutôt que d'être une difficulté pour mon entreprise, ça devient en fait un levier de création de valeur pour mon entreprise, pour mon équipe et pour assurer la pérennité de ma structure. Donc cette prise de conscience sur l'évolution, j'allais dire, plus globalement que des entreprises, c'est du monde d'une façon générale. Moi, ce qui m'intéresse, en tout cas ce que je vois, c'est que c'est l'évolution sociétale qui a un impact sur les entreprises. L'entreprise est un acteur de la société.
Et l'individu qui constitue l'entreprise est aussi un acteur de cette société. Et c'est tout ça qui est en train de bouger. Donc ça ne se joue pas uniquement au niveau du périmètre de l'entreprise. D'ailleurs, ce périmètre, on le voit bien aujourd'hui, il est de plus en plus poreux. C'est quoi aujourd'hui le périmètre d'une entreprise? C'est de plus en plus difficile de le dire. On a de plus en plus recours à des indépendants plutôt que des salariés. On travaille plutôt, enfin, en tout cas, moi j'ai des expériences où on travaille plutôt en mode projet qu'avant on embauchait quelqu'un en fait pour traiter une problématique. Et pareil, une entreprise aujourd'hui seule, elle n'existe pas. Enfin, on ne peut pas vivre tout seul. Donc, c'est comment, en plus de me questionner moi sur entreprise, c'est comment j'intègre aussi dans la réflexion en fait mon écosystème, mon territoire. Alors territoire à différents niveaux, ça peut être un local, ça peut être au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial. Voilà, mais comment j'intègre en fait ces notions-là? Et on le voit bien aujourd'hui avec cette notion de territoire qui revient et qui est de plus en plus prégnante. Alors justement, quelles sont finalement, dans cette prise de conscience dont tu parles, les problématiques en fait qui les amènent petit à petit à se poser la question de changer de modèle économique? Parce qu'on n'arrive pas forcément directement à cette prise de conscience de changer de modèle économique, mais finalement, par quelle entrée toi, tu les vois, je dirais, finir par se questionner en fait sur le changement de modèle et quelle entrée tu as pu prendre avec les entreprises que tu as accompagnées pour y arriver? Alors souvent, par expérience, le premier retour qu'on a ou les premières questions qu'on a, c'est une question de, j'allais dire, de développement du chiffre d'affaires. C'est, voilà, ma rentabilité n'est pas suffisante, ou alors aujourd'hui ça va bien, mais je veux me sécuriser pour l'avenir. Donc comment je fais pour développer mon chiffre d'affaires? Donc c'est souvent par cette porte d'entrée que ça arrive. Et là, on commence à questionner en disant aujourd'hui, qu'est-ce que tu vends? Donc là, les gens sont assez clairs dessus. Et là où ça devient plus compliqué pour eux, c'est quand on leur demande, mais qu'est-ce que ton client achète? Et qu'est-ce que tu mets sur ta facture? Et là, souvent, en fait, on constate un décalage entre les deux. Donc, je vais citer par exemple mon métier, l'expert comptable, c'est qu'est-ce que je vends? Je vends un bilan. Bon, je caricature, hein. Je vends un bilan. Et le constat, pour l'avoir posé la question à des clients, c'est qu'est-ce que tu achètes en fait dans ma prestation? J'achète du conseil. Ouais, mais du conseil, c'est pas que un bilan. Donc là, on voit en fait qu'il y a ce décalage-là. Et moi, par expérience, sur les gens que j'ai accompagnés ou des gens avec qui j'en ai discuté, on a régulièrement en fait un décalage qui est plus ou moins grand et qui invite en fait à se questionner, mais en disant, mais pourquoi je facture pas ce que le client achète? Enfin, ça paraîtrait plus logique et donc apparaît très vite derrière aussi la notion de valeur. Et là, on n'est que sur de l'existant. Après, on va les questionner en disant, qu'est-ce que tu pourras apporter de plus à ton client? Et là, souvent, il nous dit, non, mais moi, je sais, de toute façon, le client, il a besoin de ça, de ça, de ça, de ça. Donc, comment tu le sais? Parce que je connais suffisamment mes clients, etc. Est-ce que tu leur as posé la question? Souvent, c'est non. Voilà. Est-ce que tu peux aller leur poser la question? Et là, on ouvre un champ des possibles qui pour moi, est infini et surtout, en fait, qui, dans la relation avec le client, la décale. On est moins dans une relation commerciale que vraiment dans une relation d'être humain à être humain en disant, voilà, on veut avancer ensemble, on veut grandir ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et la grosse différence, c'est qu'on n'arrive pas aussi vis-à-vis du client, lui disant, écoute, j'ai ça à te proposer. C'est plutôt, voilà, on va se questionner, on va le questionner, voilà, aujourd'hui, on apporte ça, quel service ça te rend, etc. Et donc, on tire ce fil, en fait, alors ça prend un peu de temps, c'est pas évident, mais par expérience, moi, tous les gens que j'ai accompagnés qui l'ont fait, on a eu des retours extraordinaires dessus. Et extraordinaires aussi en termes de retour du client qui lui dit, écoutez, je suis assez surpris par votre approche, mais c'est très agréable et on sent qu'on va faire des choses très intéressantes ensemble. Donc, ça sécurise en fait la relation avec le client et ça permet en fait de s'assurer après moi je le vois comme ça sur les clients que j'ai accompagnés, une co-construction des offres futures. Et donc une garantie d'assurer le chiffre d'affaires puisqu'il aura participé à la construction de cette offre. Donc la première entrée, c'est souvent celle-là, comment développer mon chiffre. La deuxième qu'on a, que je vois,
c'est l'engagement des collaborateurs. Voilà, j'ai un problème, je ne sens pas mes collaborateurs engagés, j'ai l'impression qu'on ne va pas dans le même sens, je ne sais pas trop quoi faire. Alors évidemment, j'ai essayé des choses, mais voilà, ça fonctionne plus ou moins bien. Souvent, ça démarre bien et puis ça s'essouffle et on n'arrive pas à garantir un engagement comme ça dans la durée. Et après, aussi souvent une question de productivité. Comment je fais pour produire plus vite, à moindre coût, etc. Et qui revient aussi. Tout ça, en fait, c'est lié. Hein. Donc, moi, j'ai beaucoup une approche systémique, en fait, c'est-à-dire dès que je bouge quelque chose, qu'est-ce qui d'autre va bouger dans mon organisation? Et justement, comment je fais pour identifier des éléments qui me permettent d'avoir, je dirais, le plus d'impact le plus vite possible avec le minimum de ressources. Donc, une notion, en fait, d'efficience et sur différents aspects. Voilà, eux, leur demande, en fait, au départ. Et petit à petit, nous, on va rajouter, en fait, ce côté impact social, environnemental, et cet aspect aussi économique, c'est-à-dire comment je continue à gagner de l'argent, parce que si je ne gagne pas d'argent, ça ne marchera pas, pour pouvoir pérenniser ma structure. On va passer à une question sur l'immatériel. Alors justement, toi qui es expert comptable, peux-tu nous parler un peu du bilan comptable qui représente finalement la valeur matérielle de l'entreprise, mais ne prend pas en compte finalement tout le reste qui est de l'immatériel. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ou est-ce que tu peux aussi peut-être donner un exemple qui l'illustre avec les clients que tu accompagnes? Alors, c'est le type de questions sur lesquelles il ne faut pas trop me lancer parce que je suis assez bavard sur ce sujet-là, donc je vais essayer d'être synthétique. Alors déjà, première remarque, en fait, moi j'invite les gens à être conscients que la comptabilité est une représentation du monde. Donc il en existe d'autres, plein d'autres, etc. Et même on en a chacun une, hein, chacun de nous a une représentation du monde. La compta nous impose une représentation du monde. Alors, ça fait partie d'un système, en fait, qui, j'allais dire encore une fois, qui est sociétal, qui est imposé aujourd'hui. Hein. Ça me paraît difficile aujourd'hui de le remettre en cause, de le changer, etc. Par contre, si on est conscient qu'effectivement c'est une représentation du monde et qu'il y en a d'autres, ça veut dire en fait qu'on peut effectivement apporter d'autres éléments en fait qui nous permettent de mettre en parallèle, à côté, en complément, d'autres représentations du monde. Donc c'est un système, comme je disais en fait, pour moi c'est un outil de l'ancien paradigme. Alors, je vais aller un peu plus loin. Pour moi aujourd'hui c'est un outil presque qui est plus adapté au monde dans lequel on vit. Bien sûr. Alors, ça veut pas dire qu'il faut le faire disparaître, etc. Ça veut dire que pour moi, alors, je ne vais pas dire qu'il faut le faire évoluer parce que pour moi, comme c'est un outil qui a été fait dans l'ancien paradigme, il est plus adapté au nouveau. Par contre, ça veut dire qu'en attendant, il faut trouver d'autres outils, des passerelles pour qu'on ait d'autres informations, d'autres éléments qui nous permettent de prendre en compte d'autres choses. Je donne un exemple. On parle beaucoup dans les entreprises du capital social. Donc du capital que représentent en fait les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans mon expérience personnelle, j'ai quasiment jamais vu en fait une entreprise qui avait des outils, j'allais dire, pertinents en fait pour pouvoir le prendre en compte. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand un dirigeant, et je suis dirigeant donc je sais ce que c'est, a une décision à prendre, il la prend en fait sur les seuls critères à sa disposition qui sont souvent en fait le critère économique. Donc, pour moi aujourd'hui, si on veut faire évoluer aussi les décisions, les prises de conscience, il faut aussi construire, développer des outils qui nous permettent d'appréhender justement en fait ce côté social. On en parle beaucoup, mais dans la pratique, moi je vois assez peu de diffusion, notamment dans la PME, dans la TPE, d'éléments en fait, j'allais dire plus abordables et qui nous permettent de mieux être conscients de ce qui se joue derrière. Ça veut dire que demain, si on avait ce type d'outil, que ce soit social et environnemental, peut-être que les décisions prises par les dirigeants seraient différentes, puisque j'aurais critères économiques, critères sociaux et critères environnementaux. Donc, je prends telle décision. Quel va être son impact sur mon capital financier? Ça, en général, c'est assez facile. Et aujourd'hui, on a des outils qui vont bien pour l'appréhender. Deuxièmement, quel impact ça a au niveau social? Quel impact ça a au niveau environnemental? Et là, moi, je pense, les décisions qui seraient prises seraient très certainement différentes. Mais on ne déconnecte pas, en fait, ces éléments-là.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'économique, deux, le social, trois, l'environnemental. Bien sûr. Pour moi, aujourd'hui, il faut qu'on en revienne plutôt à les fusionner et de parler que d'une seule chose. Et en disant, OK, quand je prends cette décision-là, je suis conscient des impacts que ça a et je décide. J'ai envie de dire, je décide parce que j'ai aussi suffisamment d'informations pour décider. Pour moi, aujourd'hui, ce qui manque, c'est ces informations, en fait, sur l'aspect social et environnemental. Et donc, aujourd'hui, on voit des initiatives se développer. On parle, par exemple, de comptes à carbone, de comptes à triple capitaux. Et Très puis, bien. Donc, l'analyse extra-financière aussi. oui, tout à fait. Les analyses ESG, en fait, qui essayent de développer des critères, effectivement, environnementaux et sociaux. D'accord, qui est peut-être en fait une piste justement en complément en fait de ce qui existe déjà avec la comptabilité. Et encore une fois, c'est des aspects qui sont assez peu développés sur les TPE, PME, plus au niveau des grandes entreprises, effectivement. Et pour arriver donc à la valeur immatérielle, là, ce que tu effectivement, ce que tu soumets comme idée, c'est que effectivement, la valeur immatérielle, c'est-à-dire tout ce qui ne compte pas, comme la confiance qu'on peut avoir avec un client ou un fournisseur ou ce genre d'éléments-là, finalement, est-ce que tu peux nous en parler? Enfin, est-ce que tu as eu l'occasion à un moment donné, de les aborder avec un client? Oui. Alors, déjà, en fait, pour moi, la vision que j'ai, c'est que l'immatériel est d'une façon ou d'une autre valorisé, notamment dans le résultat. Puisque c'est, pour moi, en fait, le résultat donc, financier, en fait, il mesure, en fait, une conséquence. Moi, ce qui m'intéresse avec l'immatériel, en fait, c'est de revenir à la cause. Qu'est-ce qui permet ça? Effectivement, tu parles de confiance, voilà, c'est quelque chose qui est primordial, mais qui, pareil, n'est pas, j'allais dire, évalué, appréhendé aujourd'hui de façon, j'allais dire, peut-être plus précise ou avec des outils, en fait, qui permettent vraiment de suivre ça, et notamment la relation avec les clients. Comment je construis la confiance avec un client? C'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se construit. Donc, moi, les expériences que j'ai pu avoir avec les entreprises que j'ai accompagnées, c'est un élément déterminant, et notamment sur cet entretien où en disant, ben, je vais vous questionner sur moi, ce que vous achetez dans ma mission, ce qu'on pourrait faire ensemble, les besoins, de prendre en compte en fait les contraintes du client. Aujourd'hui, c'est quoi vos difficultés, etc. Là, ça construit vraiment en fait un socle très solide pour pouvoir avancer, qui va sécuriser en fait cet aspect chiffre d'affaires et donc permettre en fait une stabilisation du chiffre d'affaires et donc, si tout va bien, du résultat. Donc, on arrive en fait à ce résultat, mais en passant par plusieurs étapes. Et là, peut-être l'enjeu justement du nouveau paradigme, c'est d'aller adresser en fait ces sujets-là et ces questions-là et de pouvoir savoir de quoi on parle et comment on peut être peut-être plus pertinent en fait dans ces approches-là. Donc de plus en plus aujourd'hui d'initiatives se développent sur l'immatériel. Voilà, personnellement aussi, je suis en train de développer en fait une méthodologie d'identification et de suivi en fait de ces aspects immatériels. En vue, en fait, justement, ça fait partie de toute cette construction en fait de nouveaux outils pour pouvoir appréhender de nouvelles choses créatrices de valeur pour les entreprises et pour la société d'une façon plus générale. On va passer aux questions sur l'accompagnement des entreprises. Comment se passe le cycle d'accompagnement vers ce nouveau modèle économique plus résilient? Est-ce que tu peux nous parler voilà, du cadre, des grandes étapes de cet accompagnement? Comment ça se passe généralement? Alors, ça se passe très bien. Alors, les grandes étapes, je dirais la première, enfin, j'en ai déjà parlé, c'est la prise de conscience. Donc, c'est-à-dire que changer pour changer, moi, j'y crois pas. Il faut savoir pourquoi on change. Et pourquoi on. Et c'est pas une obligation, hein, chacun fait ce qu'il veut, etc. Mais c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi j'ai intérêt à changer aujourd'hui? Quand je dis j'ai, c'est l'entreprise de façon générale. Et donc pour ça, c'est effectivement d'apporter des informations et de donner une grille de lecture. Donc dans l'accompagnement, ce qui se passe, cette première phase, c'est OK, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour moi? Donc peut-être de constater aujourd'hui les limites en fait de mon modèle économique actuel. Alors déjà souvent en fait là c'est par expérience, mais la difficulté qu'on rencontre, c'est que les gens ne sont pas très au clair sur ce qu'est un modèle économique. Bien Donc sûr. déjà on précise bien ces éléments-là et on le pose avec celui tel qu'il est aujourd'hui.
L'approche, ce n'est pas de changer complètement le modèle économique, c'est déjà de constater celui qui existe aujourd'hui et comment petit à petit on va le faire évoluer. Donc, première étape, c'est prise de conscience des limites dans lesquelles je suis pour engager suffisamment de motivation pour pouvoir, si je le souhaite, en fait, procéder à des évolutions de mon modèle économique. La deuxième étape, c'est OK, je constate les limites dans lesquelles je suis aujourd'hui. C'est de la réflexion, en fait, sur comment je fais pour évoluer, sur quoi je peux agir. Et là, ça dépend de chacun des dirigeants. Et moi, j'ai vu des appétences qui étaient différentes en fonction des sujets. Ça peut être de partir sur effectivement l'aspect chiffre d'affaires. Moi, je développe mon offre de service. Sur l'aspect engagement des collaborateurs, comment je crée une équipe plus solide. Donc là, chacun est libre de partir sur la thématique qu'il souhaite. Donc là, on est plutôt pareil sur un apport théorique, donc de comprendre, voilà, qu'est-ce que ça pourrait être demain, plus un apport théorique. Et la troisième étape qui est primordiale et qui est souvent difficile en termes, et la plus difficile, je pense, c'est le passage à l'action. C'est que, OK, on a compris en théorie qu'on est certains, en tout cas, sur leur modèle économique, ils sont dans une impasse. J'ai envie de changer. Théoriquement, je comprends comment changer, mais par contre, passer à l'action, ça, c'est encore plus dur. Parce que, c'est le saut, en fait, c'est le vrai saut et le vrai engagement. Et sachant que, évidemment, on ne part pas sur quelque chose qui peut mettre en péril la structure, etc. Mais c'est un peu, j'allais dire, le pas de non-retour. Une fois que je suis engagé là, je ne peux plus faire demi-tour. Et là, on se rend compte que, il y a des difficultés, en fait, de la part des chefs d'entreprise, comment c'est reçu aussi en interne, en disant, mais qu'est-ce que c'est ça? On ne comprend plus. Avant, on fonctionnait d'une autre façon. Là, ça change. Pourquoi ça change? Voilà. Et donc là, besoin aussi de pas être seul, très concrètement. Voilà. D'où la nécessité d'avoir des gens qui accompagnent, peut-être d'être dans un collectif aussi, qui soutient en fait cette démarche-là et avec qui on peut échanger en disant, moi j'ai rencontré telle difficulté, est-ce que toi tu l'as vécu? Si tu l'as vécu, comment tu as fait pour passer au-delà? Ou si tu ne l'as pas vécu dans le groupe, comment je peux partager ça? Et vous, qu'est-ce que vous imaginez qu'on pourrait faire, je pourrais faire dans cette situation-là? Et après, pour moi, c'est des itérations successives. Donc, on teste, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, on ajuste, on revient à de la théorie pour reproposer en fait un ajustement, quelque chose de différent. Et petit à petit, on avance. On avance, mais pas tout seul, c'est-à-dire pas rien qu'au sein de l'entreprise. C'est aussi si on doit adresser l'offre de service avec les clients, en disant, OK, voilà où j'en suis. Est-ce qu'on est d'accord que votre besoin, c'est bien celui-là? On part sur cette voie-là. OK, on teste, on voit si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et là, pareil, les retours d'expérience sont très bons sur cet aspect-là, où on voit bien que en plus de permettre à la société d'avancer, ça renforce les liens en fait qu'on a avec, de façon plus générale, en fait, les parties prenantes avec lesquelles on s'adresse. Et là, on renforce en fait l'écosystème. Donc, on rend en fait, de façon, j'allais dire par effet indirect, plus résiliente aussi l'entreprise, parce qu'elle est encore plus intégrée dans son écosystème. On va passer sur les bénéfices pour les entreprises. Qu'est-ce que ça leur rapporte finalement? Enfin là, tu as commencé à en parler en disant que ça renforce finalement sa résilience. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices dont tu peux parler? Peut-être il y a l'impact environnemental, forcément. Enfin, quels sont globalement si on fait une petite liste des bénéfices pour elles, qu'est-ce que tu nous en dirais? Alors, moi, j'aime pas ce qui est petit, donc ce sera une liste. Alors, retour d'expérience, déjà de façon pratique, comme je disais, vis-à-vis de la démarche, c'est de comprendre quel est mon modèle économique aujourd'hui. Et ça, déjà, ne serait-ce que cette étape-là, on l'a vu, en fait, ça permet d'identifier des leviers de création de valeur. Deuxième étape, c'est réflexion, apport de nouvelles visions, cartographie du monde, de ce qui se joue, etc. Et forcément, ça donne aussi des idées. Ça ouvre un champ des possibles. Je donne un exemple très concret. Moi, j'ai eu un participant à une session qui nous a dit, j'étais un peu en fin de course, j'étais fatigué de ma carrière professionnelle, donc j'étais un peu en roue libre. Et le fait de rencontrer l'EFC, vraiment, ça m'a redynamisé. Je trouve ça fabuleux. Ça m'ouvre un champ des possibles qui est extraordinaire et en disant, c'est possible,
et en plus, je vais contribuer à ça. Voilà. Donc, un engagement en termes de sens personnel qui était très, très fort pour quelqu'un pourtant de très engagé dans sa structure, mais qui a fait le constat et le partage avec nous de dire, bon, là, c'est vrai que j'étais un peu en fin de course. Donc, de façon très concrète aussi, c'est vraiment cette ouverture de champ des possibles et notamment, en fait, sur cet aspect offre de service. Ou en disant, moi, j'ai même là un client qui me dit, mais finalement, en fait, moi, demain, j'aurai plein de métiers. Et donc, on est parti d'un métier qui était très, c'était du nettoyage automobile, on va dire, potentiellement très limité, etc. Et aujourd'hui, en fait, cette chef d'entreprise, elle ne s'interdit rien, quoi. Et elle me dit, mais je ne sais pas, en fait, quels seront mes métiers demain. Et elle le dit avec une telle conviction que, et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Aujourd'hui, on a plus l'habitude dans une entreprise en disant, moi, je fais tel métier, il commence là, il finit là, et surtout, je ne vais pas aller faire autre chose, etc. Et là, moi, j'ai découvert tout l'inverse avec une chef d'entreprise qui avait démarré comme ça et qui, là, aujourd'hui, me dit, non, mais demain, moi, je ferai des choses, en fait, totalement différentes et qui auront, s'il faut, rien à voir avec mon premier métier. Mmh. Et c'est OK pour elle, et elle est persuadée, en fait, que ça va fonctionner. Et elle a déjà, en fait, initié, effectivement, une nouvelle offre de service qui n'a rien à voir avec son métier actuel, qui dépend en fait d'un savoir-faire qu'ils avaient en interne. C'était de l'insertion de personnel. Donc, ils avaient développé par conviction personnelle en fait un vrai savoir-faire là-dessus. Et aujourd'hui, en fait, ils se disent, mais pourquoi ce savoir-faire-là, on ne le met pas à disposition d'autres entreprises, sachant que nous, on a plus d'une dizaine d'années d'expérience en fait dans ce domaine, pour faciliter en fait à la fois du niveau sociétal l'insertion de personnes et à la fois pour les entreprises qui souhaiteraient s'engager dans cette démarche-là, leur faciliter et profiter de l'expérience qu'a vécue cette entreprise. Donc, ouverture, en fait, de vraiment, moi, de façon générale, c'est ça, quoi. C'est l'ouverture des champs des possibles et qui correspond très bien à ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire, pour moi, il y a un nouveau monde qui est en train d'émerger. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre en place, entre guillemets, un nouveau référentiel. Bien sûr. Et qui est très différent, en fait, de celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc, moi, l'image que j'ai aujourd'hui, c'est une page blanche et il n'y a qu'à écrire dessus. Donc, ça me rappelle la citation de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et là, tout est possible. Tout est possible. Donc, c'est un outil extraordinaire. On nous a parlé en retour d'expérience de grille de lecture, d'efficience. Ça permet de structurer nos démarches. Parce que les chefs d'entreprise font des choses. Mais là, ça leur donne un éclairage qui permet d'être peut-être plus focalisé et donc plus efficient sur les démarches qu'ils mènent. Alors justement, on va parler de quelque chose que travaillent généralement les entreprises. Elles travaillent généralement leur démarche RSE. Elles ont un plan d'action développement durable ou alors elles s'organisent pour atteindre certains objectifs des 17 objectifs du développement durable, les ODD. Qu'est-ce qui est différent, je dirais, entre travailler sur son modèle économique et travailler sur un plan d'action RSE ou une stratégie RSE? Qu'est-ce qui est différent entre ces deux travails? Tu peux nous en parler? Oui. Alors déjà, première remarque, c'est aujourd'hui, quand on a un nouveau projet, on a besoin de financement. Généralement, on va voir la banque. Donc la banque, qu'est-ce qu'elle nous demande? Elle nous demande un bilan et un compte de résultat. Donc, initier des changements sans prendre en compte en fait l'économique, encore une fois, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça me paraît très compliqué. Donc, effectivement, tout ce qui est rapport développement durable, RSE, se développe, mais le financier reste quand même la clé. Quand je dis financier, c'est là où plutôt aborder le modèle économique, c'est qu'on intègre cette notion économique directement dans la démarche. Donc, ce n'est pas des choses qui sont opposées. Il faut vraiment que ce soit des choses complémentaires et qui viennent se nourrir en fait mutuellement. Mais aujourd'hui, encore une fois, en tout cas l'analyse moi personnellement que je fais du monde dans lequel on vit, c'est que l'économique étant prégnant, si on n'adresse pas ce pilier-là, en fait, ça va marcher moins vite ou en tout cas de façon moins efficiente. Et pareil, quand on dit à un chef d'entreprise, OK, on va travailler sur telle thématique, telle thématique, telle thématique,
le fait d'en revenir toujours à l'économique, et encore une fois, comme je disais, c'est-à-dire de fusionner ces éléments-là, Bien sûr. économique, social, sociétal, environnemental, plutôt que de les traiter en fait en silo, qui à mon avis en fait ça engendre des pertes d'efficience. On pourrait être beaucoup plus efficient en fait en travaillant directement en fait ces aspects-là. Ce modèle économique. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler, alors tu as commencé à le faire tout à l'heure avec une entreprise que j'ai pu interviewer pour la chaîne. Est-ce que tu peux nous parler d'un accompagnement que tu as mené et peut-être si tu as l'occasion de citer l'entreprise Oui, donc c'est l'entreprise Cinéo à Toulouse que j'ai qui fait, interviewée pour la chaîne, pour le coup. oui, donc Caroline Bocquet. Oui, Caroline Bocquet. Donc qui fait sa structure fait du nettoyage automobile. Elle a récemment évolué sur de la petite réparation et remise en état de véhicules d'occasion. Et là, justement, aujourd'hui, c'est elle qui a basculé, en fait, et qui est très ouverte aujourd'hui sur d'autres métiers potentiels, sachant qu'aujourd'hui, pour elle, enfin, à l'heure d'aujourd'hui même, ça devient une nécessité, en fait, d'identifier, en fait, de nouvelles pistes de travail. Ce qui est intéressant dans sa démarche, c'est que très vite, en fait, forcément, la question environnementale est venue sur la table. C'est un sujet qu'ils adressaient déjà en travaillant avec des produits écologiques, en réduisant leur consommation d'eau, etc. Et là, l'idée, c'est qu'on aille encore plus loin dans cette démarche-là, qu'elle en parle en fait ouvertement, et c'est vraiment, elle ne fait pas un rendez-vous client sans adresser ces sujets-là. Alors, avec des retours dans le milieu de l'automobile qui sont assez durs des fois. En tout cas, elle reste convaincue, et de toute façon, c'est son mode de fonctionnement, sa vision du monde. Donc, elle adresse systématiquement ce sujet. Et ça lui a permis, notamment au niveau de ses clients, en fait, pareil, d'obtenir cette démarche, en fait, plus décalée par rapport aux clients, et de dire, moi, je ne suis pas qu'un prestataire, je suis aussi, en fait, un apporteur de solutions, quelqu'un qui va permettre de réfléchir avec vous sur comment, en fait, on peut avancer ensemble. Là, aujourd'hui, l'automobile connaît certaines difficultés, notamment avec les semi-conducteurs sur le neuf. Ouais, Là, bien l'idée, sûr. c'est de réfléchir, ah ben, OK, mais comment on fait? Nous, on est prestataire, donc on nettoie des véhicules. Il y a moins de véhicules neufs, donc potentiellement, ben, il y a moins de travail pour nous. Bien sûr. Voilà, comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut trouver pour qu'on puisse avancer sur ces sujets-là? Donc là, on est sur des choses très opérationnelles. Et par contre, c'est cette approche en fait différente qui permet en fait d'adresser les sujets de façon différente. Et j'imagine, alors pour l'instant on n'a pas l'exemple encore en retour, mais de trouver de nouvelles solutions qu'on n'avait pas imaginées au départ, mais c'est le fait que chacun se livre sur ses contraintes, le client et l'entreprise, pour identifier de nouveaux axes de travail. Et aussi, vraiment, l'expérience de Cinéo, c'est qu'elle a une volonté forte en fait de diffuser cette information dans son écosystème, alors que c'est un écosystème qui est assez peu sensible à ces éléments-là. En Ouais, tout qui cas, est plutôt difficile, ouais. systématiquement, dans ses entretiens clients, elle s'impose en fait de systématiquement le proposer, le faire et de discuter avec les gens. Donc, ce qui a changé pour elle aujourd'hui, c'est qu'elle a une relation client qui est différente. Alors, ce qui est drôle aussi, c'est que ça a été peut-être une conséquence, mais pareil, transition numérique assez importante, où ils ont intégré un ERP, donc un logiciel de gestion de la production et qui gère d'autres éléments aussi. Donc, transition numérique aussi, qui lui permet de capter aussi de nouveaux clients qui sont plus dans cette démarche-là. Donc là, on voit que même si ce n'était pas sa priorité au départ, en fait, un effet indirect qu'il y a eu de cet accompagnement, ça a été de voir les choses en fait de façon différente. Et très concrètement là, elle me l'a témoigné plusieurs fois, elle m'a dit, ça m'a permis de rentrer en fait de nouveaux clients que j'aurais très certainement pas rentré si j'étais resté dans mon ancien système entre guillemets informatique. Ouais. Mais là, on le voit effectivement, l'expérience de Caroline lui a permis vraiment de sécuriser l'entreprise et même d'augmenter son chiffre d'affaires, si je comprends bien. Enfin, en tout cas, d'assurer une évolution très positive pour son entreprise. Et l'entreprise qu'elle a récupérée était vraiment à la limite, je crois, de fermeture. Si j'ai bien compris au départ, à l'achat de l'entreprise, transfert d'entreprise, l'entreprise était dans une situation vraiment compliquée en fait au niveau économique.
Alors, et là, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est la vision qu'a Caroline, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas contentée de regarder la situation à l'instant T. Elle a eu cette capacité, alors c'est là où l'accompagnement aide aussi en fait à se projeter et à voir, ok, mais demain, avec cet outil-là, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux contribuer aussi de façon plus générale à la société grâce à cette entreprise-là? Et elle est dans une démarche du colibri, c'est qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau, à mon humble niveau, mais qu'est-ce que moi je fais pour contribuer au changement que je veux voir émerger. Alors, comme dernière question, qu'est-ce que finalement tu conseillerais aux entreprises qui nous regardent et qui ne sont pas encore rentrées dans cette démarche de questionnement de leur modèle économique? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour, je dirais, les embarquer avec nous dans ce changement de modèle économique? Alors, les embarquer déjà peut-être, entre guillemets, j'aimerais moi peut-être les rassurer en disant c'est normal que vous posiez pas ce genre de questions. Je sais, ça fait plus de 20 ans que je travaille avec des chefs d'entreprise et j'en suis moi-même un, donc les problématiques opérationnelles qu'on rencontre, c'est déjà d'assurer en fait la survie de sa boîte au quotidien. Donc là, ça veut dire, vu l'évolution sociétale en fait qui est en train de se jouer, effectivement, pour moi, les changements vont être de plus en plus rapides et de plus en plus profonds. Donc la question, ce serait plutôt à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai mis en place aujourd'hui qui me permet de m'assurer que ma société, elle existera encore dans 5 ans. Et quand je dis 5 ans, je suis peut-être même un peu large, ça peut être même des fois dans 3 ans. On voit la Covid accélérer les choses. Donc les changements vont de plus en plus vite et sont de plus en plus forts. Et il y a des choses à faire aujourd'hui. Et ne serait-ce qu'en fait de se dire, souvent, pourquoi il ne se passe pas grand-chose? C'est parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et c'est là où, effectivement, le fait de rester tout seul, on est un peu pris au piège. Alors, là, je parle pour moi aussi, à tout seul, au bout d'un moment, on tourne en rond. Par contre, dès qu'on commence à échanger avec d'autres personnes, qu'on va chercher des gens, en fait, dont c'est le métier, qui ont cette vision-là et cette capacité aussi à passer du présent au futur, qui donne un éclairage, alors qui ne sera pas forcément spécifique au métier, mais qui sera global. Et moi, je crois beaucoup à l'interaction des personnes, c'est-à-dire, moi, je connais mon secteur d'activité, j'ai quelqu'un qui me challenge, en fait, sur comment ça peut évoluer, sur moi aussi, quelles sont mes forces, sur vers où j'ai envie d'aller. Et là, c'est pareil, c'est le chef d'entreprise, à titre chef d'entreprise, mais aussi à titre personnel. Moi, j'ai envie de faire quoi? Et pareil, mes collaborateurs, ils ont envie de faire quoi et d'aller vers quoi? Donc, c'est se questionner simplement, en fait, en disant, OK, c'est normal aujourd'hui que je n'ai pas réfléchi à ça. J'avais peut-être de temps en temps des petites piqûres qui me disaient, il faudrait quand même que tu fasses évoluer quelque chose. Après, souvent, la question qui vient, c'est comment? Et c'est là où souvent, en fait, on se trouve désemparé et on ne sait pas à qui s'adresser. Il n'y a pas aujourd'hui, enfin, que je sache en tout cas, de métier, en fait, où on va permettre j'allais dire, de pérenniser une entreprise ou d'aider à la faire grandir. Et là, ça peut être le cas avec une démarche EFC qui adresse ces sujets-là et qui permet de faire, encore une fois, c'est évoluer. On ne fait pas changer le modèle économique tout de suite et c'est des démarches qui prennent du temps. Donc, ça ne va pas passer du jour au lendemain, de blanc à noir, et surtout, ça ne va pas mettre en péril l'entreprise. C'est une démarche, en fait, qui est progressive et qui permet plutôt d'être conscient de ce qu'on fait aujourd'hui, comment on peut améliorer ce qu'on fait aujourd'hui et comment on va aller chercher, en fait, d'autres choses qui vont permettre de mieux correspondre et peut-être mieux correspondre aussi à, j'allais dire, aux attentes sociétales ou même des attentes que j'ai moi propres, mais que je n'ai pas eu l'occasion jusqu'à présent de pouvoir mettre en œuvre, pris par mes habitudes. Et c'est pas c'est pas un défaut, on est pris, moi je me mets dans le lot aussi, par notre quotidien, par l'opérationnel, etc. Là, l'invitation, c'est de lever un peu la tête, de prendre en tout cas ce temps pour ça, pour être clair sur ce qui va se jouer et comment je m'assure en fait de faire évoluer, de permettre plutôt à mon entreprise d'évoluer dans le bon sens pour qu'elle soit là demain. Et moi, j'irai encore plus loin, c'est peu importe d'où on part, c'est pas grave. L'important qui compte, c'est la motivation qu'on a en fait à pouvoir y aller. Et donc d'avoir cette prise de conscience en disant, ok, j'entends que là, je comprends maintenant que je vais dans le mur. Et moi, j'ai des clients qui me l'ont dit, effectivement, de tout ce qu'on a vu, je donne 2 ans à ma boîte. Très bien. Maintenant que, ok, on a fait ce constat-là, est-ce que vous voulez qu'on travaille en fait pour qu'elle soit là dans 5 ans? Oui, très bien, on va se mettre au travail et on va y arriver.
Donc la question, c'est plutôt voilà, où j'en suis aujourd'hui, et sans culpabiliser. Hein, c'est pas le but de la démarche. Par contre, savoir que ce changement est possible, qui prend du temps, et qu'on y arrive, et que ça se fait pas par pas. Enfin, en tout cas, moi, dans mon approche, c'est les pas qu'a envie de faire aussi le dirigeant. Patrick, merci pour le temps que tu nous as accordé à nous parler de ton expérience et à nous parler de cet accompagnement sur une évolution du modèle économique. Alors, on peut te retrouver sur LinkedIn pour les entreprises qui souhaiteraient voir avec toi ce sujet d'accompagnement. Merci en tout cas pour le temps que tu nous as accordé. Si la vidéo effectivement vous a plu pour les internautes, je vous conseille de regarder là, de vous abonner sur la petite cloche qui apparaît pour à la fois être informé des vidéos qui vont paraître et soutenir la chaîne. Et je vous dis donc à bientôt. Merci Patrick. Merci Angélique. Au revoir.